Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture qui sera un point lecture un petit peu thématique, puisqu'aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des lectures qui sont, ouais, pour les personnes comme moi qui sont encore en automne, avec des lectures un petit peu mystérieuses, des demeures un peu effrayantes, oui, des choses un peu réconfortantes, où il y a un petit peu de tout, mais vraiment dans cette ambiance qu'on aime tant en automne. Si vous avez déjà installé votre sapin, vos guirlandes et vos lumières de Noël, eh bien ça vous conviendra aussi, hein, parce qu'il y a quelques petites lectures un peu réconfortantes, qui font un petit peu peur, ou des choses qui conviennent très bien à l'ambiance de l'hiver également. Si cette lumière sombre de l'automne ne vous a pas déjà mis dans l'ambiance, je vous lance quelques petits plans, et je vous retrouve tout de suite. Dans ce point lecture, j'ai quelques livres dont je dois vous parler. Il y en a 8, même si il y en a un que je n'ai pas terminé, que j'ai abandonné. Il y en a un que j'ai détesté, il y en a un que j'ai presque oublié. Donc oui, je vends du rêve avec ce point lecture. Mais je vous jure, il y a des livres qui sont vraiment de petites pépites. Le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Maudite poupée d'Amélie Antoine, qui est un livre à destination des plus jeunes. Donc c'est un livre dans la collection Casterman Hanté, qui est un livre pour les jeunes qui n'ont pas peur d'avoir peur. Donc ici c'est à partir de 10 ans. Dans ce livre on va suivre deux jeunes sœurs, Thaïs et Margot, qui vont faire une brocante et qui dans cette brocante vont découvrir une poupée. Elles vont l'acheter. Margot va adopter la poupée et son comportement va petit à petit changer. Sa sœur aînée, Thaïs, va commencer à être un petit peu effrayée par le comportement de sa sœur. Elle a l'impression que cette poupée est un peu maudite, enfin il y a un truc avec cette poupée en tout cas. Pendant la nuit, elle va se réveiller très souvent et elle va entendre des bruits très étranges. Elle va découvrir des traces de pas mouillées dans le couloir, enfin voilà, un truc un petit peu effrayant. Moi, c'est une lecture que j'ai trouvée tout à fait agréable, un petit peu effrayante effectivement, le style est extrêmement accessible, parfaitement adapté aux enfants à partir de 10 ans. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. Maintenant, je ne sais pas si vraiment quelqu'un de 10 ans va vraiment apprécier cette lecture, mais en tout cas, voilà, c'est un chouette petit livre. Peut-être que ce livre peut vous convenir si vous aimez bien avoir un tout petit peu peur, mais pas trop non plus, tout en sachant que voilà, que c'est un livre destiné aux plus jeunes, donc le style est extrêmement simple. On voit qu'il y a une adaptation parce que j'ai lu Amélie Antoine dans ses livres adultes et c'est clair qu'elle a adapté son style aux plus jeunes, mais voilà, c'était une agréable petite lecture. Je sais pas si je vais la retenir longtemps, mais en tout cas c'est une chouette petite lecture pour Halloween. On va passer à de la poésie puisque j'ai découvert le recueil de poésie de Baptiste Beaulieu, La joie et le reste. C'est la première fois que je découvrais cet auteur dans un livre, puisque c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux. Je trouve ce monsieur tout à fait passionnant, je le trouve très sensible, très drôle, et j'avais vraiment envie de découvrir un de ses livres, et donc c'est chose faite avec ce recueil de poésie. Écoutez, il a mis beaucoup de lui dans ce recueil de poésie. Il y a des poèmes pour lesquels j'ai été extrêmement touchée, notamment, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais un poème sur le beau, qu'il est laid notre monde, qu'il est beau notre monde. Je crois que c'est mon gros coup de cœur de ce recueil. Il y a des poèmes pour lesquels j'étais beaucoup moins touchée, il y a vraiment un petit peu de tout, donc ça dépend vraiment de votre sensibilité et peut-être du moment aussi auquel vous lisez ce livre. J'ai vraiment l'impression que la poésie, que ce soit Baptiste Beaulieu ou n'importe qui d'autre, c'est une question de moments et d'état d'esprit aussi. Il y a des choses qui nous touchent à un certain moment et puis qui nous touchent pas à d'autres moments, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Donc il y a certains poèmes pour lesquels j'étais pas du tout touchée,
et d'autres que j'ai adorés. Et c'est vrai qu'en refeuilletant ce recueil de poèmes, je me suis rendu compte qu'il y a des poèmes, tout d'un coup je me disais ah oui, c'est vraiment très très beau ce qu'il écrit là. Et alors qu'au moment où je l'ai lu, j'ai pas du tout pensé ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est un livre qui a mérite à être relu. Voilà, j'ai passé un bon moment avec cette lecture et je pense qu'il va faire partie des livres que je vais peut-être relire à d'autres moments. Je me demande si je relis le poème pour lequel j'ai un gros coup de cœur, j'aurai toujours un gros coup de cœur sur ce poème. Je me demande vraiment. Juste petite chose, les petits dessins qui sont, voilà, qui sont insérés dans le livre. Alors moi, ils m'ont pas du tout touché. J'ai pas du tout apprécié les dessins. Mais bon voilà, je sais que c'est une petite collection très très chouette, l'Iconopop, qui aime bien illustrer ses poèmes et voilà, ici j'ai pas forcément apprécié les illustrations, mais voilà, ça dépend vraiment de chaque livre. Alors on va passer à un livre que j'ai détesté. Alors la fille elle vend son point lecture en disant que c'est un truc de cosy, machin, truc, bazar. Celui-là, c'est un livre c'est ma notion du cosy, d'accord? Nous sommes dans un hôpital, on va suivre une jeune fille, Cynthia, qui a 16 ans, qui est coincée dans un fauteuil roulant, qui ne peut plus s'exprimer, qui est paralysée, je pense, une grande partie de son corps. Je ne sais plus exactement les termes exacts de sa maladie. En tout cas, c'est un personnage qui ne peut pas s'exprimer, mais qui, dans le livre, en fait, on se rend compte qu'elle a toute sa tête. On dit qu'elle a un QI de 30, mais elle a l'air d'être bien plus intelligente que ça, et on sent qu'elle a envie de se venger de quelqu'un. On sent que cette vengeance va arriver. On va suivre donc notamment le personnage de Cynthia. Je vous dis, c'est une lecture réconfortante à souhait puisqu'on est déjà coincé dans un hôpital, une espèce de huis clos. Non seulement on est coincé dans l'hôpital, mais on est coincé dans la tête de Cynthia. Et c'est pas toujours très gai ce qui se passe dans la tête de Cynthia. Je vous avais promis, c'est 100% réconfortant. Alors, on va suivre également le personnage de Maurier, je crois, je sais plus le nom, c'est un docteur qui travaille dans cet hôpital. Et on va suivre aussi un jeune interne, un jeune qui va faire un stage, qui va devoir surveiller ces jeunes qui sont dans cet hôpital, les surveiller pendant la nuit. Et en fait, ce qui se passe dans sa tête, c'est pas très joyeux. Donc il est tout le temps en train de penser à des femmes, n'importe quelle femme qu'il rencontre, il a envie de toutes se les faire, hein, clairement. Il le dit avec aucune délicatesse et surtout, il n'a pas vraiment la notion de consentement. Vous voyez, dans sa tête, il se dit « Oh, je veux me la faire, mais tant pis si elle veut pas, enfin, je veux dire, je veux me la faire. » Voilà. Ok, sympathique. Donc on a 3 personnages principaux qui ne sont pas très très agréables à suivre pour le coup. Je vous vendais du cocooning ici, clairement moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. J'avais envie de vous le présenter dans ce point lecture parce que j'avais envie de vous en parler tout simplement. Moi c'est un livre que j'ai découvert avec très peu de plaisir, vraiment je dois vous le dire. Thierry Jonquet, j'avais découvert dans Miguel, que j'ai adoré, ça a été vraiment une très très bonne lecture, c'est un très bon roman. Ici, je crois vraiment que les retournements de situation, les éléments un petit peu intrigants de ce livre sont sympas, mais moi j'ai pas du tout aimé parce que j'étais tout le temps écœurée par tout ce que je lisais. Quand on suit Cynthia, quand on suit Alain, c'est le pire de tout, je sais même plus s'il s'appelle Alain, enfin bref, le gars qui pense que, qui pense avec son, et bien en fait, c'était pas agréable à suivre, en fait, il n'y a aucun personnage qui est agréable à suivre. Je dis pas qu'il faut toujours que les personnages soient appréciables, surtout dans des thrillers ou dans des policiers, mais là vraiment, franchement, je n'aimais pas ce que j'y retrouvais. Maintenant, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire pas forcément très positive. Je sais qu'il y en a plein qui ont un coup de cœur pour ce livre, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont trouvé ce livre absolument génial. Donc si ça vous dérange pas, la vulgarité et les personnages absolument écœurants, bah écoutez, lisez-le, parce qu'il y en a plein qui ont adoré, visiblement. Moi j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est cosy sous le sapin. Je me le suis lancée, alors là ça devait être au début octobre, un truc comme ça, je me suis lancée dans l'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami. Non, je l'ai lu en août ce livre. N'importe quoi. On va suivre l'histoire d'un petit garçon qui va à la bibliothèque pour chercher un livre. Il se rend donc à la bibliothèque et il va demander un livre et on va l'emmener dans un couloir sombre et... je ne peux pas vous en dire plus. On est vraiment sur un tout petit récit que je ne peux pas trop résumer. En tout cas, on est dans un livre étrange à souhait, du réalisme magique, beaucoup de poésie et de sensibilité. J'ai passé un super moment avec l'étrange bibliothèque d'Haruki Murakami, c'était mon premier Murakami et je trouve ça chouette pour découvrir un auteur de livres, des livres un petit peu plus courts. J'ai fait ça fin août, j'avais lu, j'avais fait
14 livres, 14 jours, un truc comme ça. J'avais lu des livres tout petits et j'ai découvert certains auteurs comme ça, notamment Charlotte Perkins Gilman, je sais plus le nom exactement, mais j'avais adoré cette autrice et du coup j'ai envie de la découvrir dans d'autres trucs. Et du coup j'ai fait pareil avec Murakami, j'avais jamais lu ses livres et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de découvrir si un style nous plaît. J'ai aimé découvrir Murakami dans quelque chose de très court et ici les illustrations se portent très bien au texte, enfin vraiment elles illustrent vraiment bien, ce sont des super belles illustrations auxquelles j'étais plus sensible pour le coup. Je vais pas vous montrer plus loin parce qu'il y a des spoils. En tout cas c'est très étrange, une entrée dans un monde un petit peu horrifique. Si vous aimez bien l'horrifique mais pas trop, n'hésitez pas parce que franchement c'était vraiment une très chouette lecture. Si vous n'aimez pas avoir trop peur mais vous avez envie de vous mettre quand même quelques petits frissons, bien je pense que ça peut vous convenir. Alors c'est très différent de ça mais c'est un peu dans le même style, petite frayeur quoi. Voilà. Et maintenant, il fait clair, hein. Je voulais mon ambiance de nuit, mais en fait, c'est plus du tout. Enfin bref, vive l'automne. Alors, je vous parle de mon abandon, puis je vous parle de livres que j'ai à moitié oubliés, et puis je vous parle de deux pépites. Alors, j'ai lu un livre que j'ai abandonné. Donc, j'ai pas lu le livre, Isabelle, qu'est-ce que tu racontes? J'ai commencé un livre, j'ai lu 200 pages d'un roman, et j'avais quand même vraiment envie de vous en parler, parce que je sais que c'est moi. Voilà, je vous explique, j'ai lu les 7 morts, enfin j'ai lu 200 pages des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton. Alors, on a un résumé, on a une quatrième de couverture qui nous vend quelque chose. Et comme cette quatrième de couverture nous vend quelque chose, j'ai été très frustrée de découvrir déjà que c'était pas comme je le pensais et que y a une chose qu'on nous dit dans le résumé qu'on apprend qu'à la page 150. Voilà. Vive les résumés. Donc, je vais essayer de le résumer du coup à ma manière. On va suivre un personnage masculin dont on ignore le prénom qui se réveille dans les bois et qui a perdu la mémoire. Voilà, il se réveille, il est sonné, perturbé, il a mal, on lui a frappé la tête sans doute, il se réveille dans les bois. Il est secouru par quelqu'un et il arrive à la demeure de Blackheath House, un truc comme ça. Et en fait, il se rend compte qu'il logeait dans cette maison et donc il va dans sa chambre hein, et il se rend compte qu'en fait, il était docteur, voilà. Mais il a très peu de souvenirs ici, il sait pas qui il est, donc il découvre avec stupéfaction qu'il est docteur. Je vous en dis pas plus. Alors, on nous vend en effet quelque chose dans le résumé. Et je pensais pas du tout qu'on allait commencer avec une perte de mémoire. Et moi, il faut savoir que quand les personnages ont perdu la mémoire, c'est quelque chose que je trouve insupportable. Ça m'énerve, ça m'ennuie profondément et ça me stresse aussi parce que je suis toujours à la recherche d'incohérences et je vois toujours des incohérences, ça m'énerve. Quand un personnage a perdu la mémoire, du coup on ne sait pas trop s'attacher parce qu'on connaît pas trop son identité et du coup forcément parfois il y a des réflexions qui se font et je me dis mais c'est pas normal s'il a perdu la mémoire. À un moment il parle de son âge, mais comment tu sais ton âge gars, puisque t'as perdu la mémoire, tu sais même pas ton prénom. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça, je me dis mais non, c'est pas très cohérent. Et voilà, ça m'énerve, les pertes de mémoire. Puis on arrive dans un autre chapitre, enfin, on suit plusieurs chapitres hein, avec ce docteur, et puis on change. Et visiblement, je pense que c'est important que je vous le dise, c'est à peu près ce qui est écrit dans le résumé, mais du coup j'avais pas compris ça comme ça. Il se réveille en fait tous les jours dans le corps de quelqu'un d'autre. Voilà. Et en soi, le concept est hyper intéressant. Donc, il se réveille là dans le corps du docteur et il revit cette journée dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, c'est la même journée mais dans le corps de quelqu'un d'autre. Et on va vite découvrir pourquoi il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre. Il va devoir enquêter sur une mort. Voilà. Isabelle, les 7 morts de Evelyn Hardcastle. C'est déjà dit dans le titre en fait. Voilà. Et en fait... Je savais qu'il y avait une histoire qui revivait la même journée, mais je ne savais pas que ce serait dans le corps de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça hyper important de le dire, parce que c'est très perturbant. Et moi, c'est ça qui m'a perdue dans le livre, parce que je trouve qu'il y avait du coup toute cette histoire de perte de mémoire moi, qui m'insupportait. Et je n'arrivais pas vraiment à m'attacher à cette histoire. Je trouvais qu'il y avait des petites redondances. Franchement, moi, j'ai pas forcément été embarquée dans cette histoire à cause de tout ce que je n'aime pas, moi, retrouver dans les livres. Mais je sais
que l'auteur il a fait un truc de fou, parce que c'est vrai que je suis quand même arrivée à la page 200 et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'il faisait dans sa narration que je trouvais très sympathique, mais j'avais plus envie de continuer. Mais je sais que ça peut vous plaire, visiblement c'est très puzzle, donc à chaque fois qu'on revit la nouvelle journée, il y a des choses qui se répondent, il y a des choses qui se rajoutent, c'est vraiment très intelligemment fait, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Moi ça m'a pas forcément plu parce que ça ne m'intéressait pas, mais je sais vraiment qu'il y a des gens qui ont adoré cette lecture. J'ai un petit peu lu en accéléré et en effet je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs vraiment sympas dans cette lecture, mais c'était pas pour moi, c'était juste ça, je trouve qu'il y avait... C'était pas clair, le résumé n'était pas clair. Quand ils disent mixer Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin, pour le coup je suis assez d'accord. Vraiment c'est ça, on est vraiment dans une maison, on va suivre un petit peu les serviteurs, enfin voilà, il y a des trucs un peu mystérieux et tout, c'est cool. Mais c'est juste que moi ça m'intéressait pas. La manière dont c'était fait, ça m'énervait. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des 3 derniers livres. Le premier des 3, il s'agit de La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. Alors je vous avoue, c'est un livre que je place assez vite dans cette vidéo. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans un vlog. Je parle de toute façon de la plupart de mes lectures dans des vlogs. Mais j'avais quand même envie de le mettre dans ce point lecture parce que je trouve qu'il convient parfaitement à cette ambiance que j'ai voulu donner à ce point lecture. C'est une lecture parfaite pour l'automne, pour l'hiver également. C'est une réécriture en fait du conte des 12 princesses, qui est un de mes contes préférés quand j'étais plus jeune. C'est un conte des frères Grimm, oui. On va suivre Annalie, qui est une jeune fille qui est la sœur de 11 autres jeunes filles. Elle est fille d'un duc et elle voit petit à petit les gens disparaître autour d'elle. Donc il y a une de ses sœurs qui décède et le livre commence justement avec la mort de sa sœur et elle se pose pas mal de questions parce qu'il y a eu plusieurs morts autour d'elle. Il y a eu la mère, il y a eu plusieurs sœurs et donc... ça commence à faire beaucoup et les gens commencent à parler et commencent à dire bah en fait il y a une malédiction chez ses sœurs et du coup c'est un petit peu stressant parce que les sœurs doivent trouver un mari, doivent bazar, vous voyez ce que je veux dire, et donc ben il y a un petit peu un stress autour de cette malédiction et notre héroïne a des doutes sur la mort de sa sœur. Elle se rend compte qu'il y a des incohérences parce qu'on l'a retrouvée en bas d'une falaise et il y a des éléments qu'elle trouve un peu louche. Elle découvre quelque chose sur le corps de sa sœur qui laisse à penser qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui l'a poussée ou que sais-je, que ce serait pas un accident. Voilà. Et donc il va y avoir une sorte de petite enquête, donc ça c'est vraiment chouette. On est dans un roman un petit peu hybride puisqu'on a une enquête, on a vraiment ce côté intriguant de savoir ce qui s'est passé. On a un côté un petit peu romance aussi, ça je peux vous en parler. Et on a aussi le côté fantasy, puisqu'on est dans un univers qu'on ne développe pas tellement, mais quand on le développe on se rend compte que c'est vraiment de la fantasy. Voilà. Est-ce que j'ai bien vendu mon livre? Non. Alors, moi, c'est un livre pour lequel j'étais très mitigée. Quand je vous dis que je m'en souviens très peu, en fait, si je me souviens quand même de certaines choses. Donc, j'étais très mitigée parce que déjà, bon, le début, j'ai adoré. Voilà, c'est pour ça que j'étais mitigée. Au début, j'ai adoré l'ambiance. On est vraiment dans une demeure. Vous allez voir, c'est un peu ce que j'adore, les 2 derniers livres, c'est vraiment ça. On est dans une demeure où il y a des choses un peu intrigantes. On est près de la mer, on a les bruits de la mer, on a les bruits de l'eau, on a le côté stressant, de la mort, de la malédiction, tout ça. L'ambiance est vraiment très chouette. Ah, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et puis, un jour, elle rencontre un monsieur. Et cette rencontre est d'une niaiserie incroyable, d'une niaiserie telle que j'étais un petit peu crispée en continuant ma lecture parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on va nous donner comme romance? Au final, ça va, c'est pas si niais que ça, mais c'est vrai que par moments, tous les questionnements d'Annalie au sujet de sa sœur, au sujet de sa petite enquête, parfois étaient balayés par ce beau gosse là qui était là, coucou, je suis tout en muscles. Gars, on a des choses plus importantes à penser que tes muscles. Et parfois, Annalie perdait un petit peu le sens de l'enquête en pensant à ce gars. Voilà, mais ça va, franchement, après ça allait beaucoup mieux. J'ai eu très très peur avec la rencontre, mais ça va, il y a eu certaines scènes un peu gnangnan, mais après ça allait, je trouve que c'était pas trop, ça prenait pas trop le pas. Il y a une chose que j'ai pas vraiment appréciée, c'est parfois des petites incohérences, je trouve, dans la psychologie des personnages qui disent telle ou telle chose. Ils sont en train de vivre un deuil terrible et les jeunes sœurs ne pensent qu'à danser, qu'à faire la fête. Et je sais pas, tu perds ta sœur et pas seulement ta sœur, ta mère, tu perds tout le monde. Enfin, je veux dire, t'as pas envie d'aller faire la fête, même si tu es une jeune fille en fleurs et que tu rêves de rencontrer des princes charmants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, voilà.
Je ne sais pas, je ne suis pas à leur place, mais bon, je me disais que c'était pas très cohérent. Et autre chose que j'ai pas trop aimé, c'est toute cette fin où on commence à nous expliquer en fait l'univers dans lequel on est. Et je trouve que c'est un peu tard en fait pour nous parler de cet univers, parce que du coup il y a certaines explications, des choses, d'accord. Moi ça m'a un peu agacé qu'on nous dise pas tout ça dès le début, parce que du coup ça fait un peu ah bah oui, bah alors c'est bon, c'est facile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on nous explique l'univers sur la fin, ça m'a énervé parce que j'avais envie d'être déjà dans cet univers. J'avais trop peu d'informations sur l'univers, et puis j'en avais trop d'un coup, et ça faisait vraiment tiens, baguette magique. Bah non, j'ai pas forcément apprécié cette fin. Voilà, donc un roman hybride, un petit peu mitigé, même si j'ai trouvé l'ambiance extrêmement bien réussie. La réécriture des 12 princesses, je suis d'accord, elle est vraiment bien réussie. C'est juste tous ces éléments que je viens de vous dire, je vais pas les répéter. Voilà pour ce roman, et je vais terminer par les deux derniers. Par lequel commencer? Je ne sais pas lequel des deux j'ai préféré. Ah, je sais pas, j'arrive pas à choisir. Je vais commencer par, je vais faire par ordre chronologique de lecture. Je vais commencer par Le Château des Bois Noirs, qui est un livre que j'ai lu grâce à, je pense que c'est Charlotte Barlotte qui à l'époque en avait parlé vachement bien. Voilà, je trouve que son pseudo est totalement adapté parce qu'elle parle extrêmement bien des livres, et le nombre de livres que j'ai lus grâce à elle, ou que j'ai acheté surtout grâce à elle. Ici, c'est Le Château des Bois Noirs de Robert Marguerite, qui est un livre qui était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Et c'est mon compagnon qui l'avait choisi parce que vous savez, je vous en ai déjà parlé dans des vlogs surtout. Le lundi, régulièrement, quand je dois prendre le train, mon compagnon choisit parmi 10 livres. Donc moi, je me fais une petite pile à lire le lundi matin de livres que j'ai envie de lire très prochainement ou qui rentrent dans un challenge. Et mon compagnon lit les résumés et m'en choisit un et je le découvre dans le train. C'est le pied, j'adore. Et d'ailleurs maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il a noté les livres qui lui l'intéressaient, et maintenant c'est moi qui lui choisis un livre. Donc là je viens de lui mettre un livre dans son sac, et c'est la surprise quoi, c'est trop cool. On s'amuse bien hein. Voilà. Celui-là, qu'est-ce que je suis heureuse qu'il ait choisi ce livre, parce que c'était vraiment le livre dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc ici, on est sur un livre écrit par Robert Marguerite, qui est un auteur qui a écrit quand même quelques romans assez connus. Il a eu un Renaudot avec un de ses romans, il a écrit des romans plutôt historiques, il a eu quand même pas mal de succès, et c'est un journaliste et écrivain français qui a écrit donc ce livre en 1954. On va suivre une jeune femme, Hélène, qui a été élevée plutôt dans la haute société, avec des gens bien. Je dis toujours les gens bien avec mon petit doigt levé, vous voyez ce que je veux dire, je pense que ça dit tout. Par des gens bien, elle a fréquenté des gens bah voilà, de la haute société, ses cousins avec qui elle... Voilà, elle a l'habitude des fêtes, de ce genre d'une vie un petit peu mondaine. Et un jour, elle va épouser un monsieur qui est un hobereau qui possède un château, donc un ancien château, et elle va donc l'épouser au lendemain de la guerre, et elle va s'installer avec lui dans ce château. Quand elle arrive dans ce château, elle se rend compte que c'est pas Downton Abbey et c'est pas Poudlard, hein, c'est un truc un peu moyenâgeux qui ressemble pas trop à un château, et elle arrive accueillie par des chiens un peu effrayants, par une maison qui lui fait peur avec des arbres qui font plein de bruit et tout ça, enfin bref, elle arrive dans cette maison, elle est pas très contente. Les nuages courant au ras du sol dépassaient la voiture haletante et la balayaient de leurs franges. Des squelettes d'arbres, des buissons apparaissaient confusément, puis se perdaient entre ces grandes charpies fuligineuses. Donc elle va commencer à vivre sa petite vie dans ce château aux côtés de son mari Gustave et de sa belle-maman qui pour le coup est une femme hyper accueillante, charmante, super gentille. Il y a une ombre qui plane dans cette maison parce qu'il y a le frère de Gustave qui n'est pas venu au mariage, qui semblait s'opposer au mariage, qui n'est donc pas venu et qui va venir hein, mais qui n'arrive pas, mais ils ont un petit peu peur, en tout cas elle a un petit peu peur parce qu'on lui a dit très peu de choses sur ce frère. Mais elle sait que le frère n'est pas trop content de leur mariage et donc elle a très peur de l'arrivée de ce monsieur. Quand elle commence à vivre aux côtés de son mari, elle se rend compte que c'est plus trop le même homme qu'elle a côtoyé pendant son voyage de noces. Alors le voyage de noces c'était tout, voilà, on montre qu'on sait s'adapter au beau monde. Ils sont partis en Italie, ils sont partis je sais plus où. Voilà, c'était un monsieur plutôt poli, courtois, tout ça. Et quand il arrive dans sa maison, elle se rend compte qu'il a des manières un petit peu rustres. Déjà, il met plus ses beaux habits, il met des vieux machins qu'elle trouve pas du tout
pas du tout chouette, quoi, parce que c'est des vêtements plus adaptés à une vie paysanne, en fait. Il se rend compte qu'en fait, ses manières changent un petit peu quand il vit dans sa propre maison. Et visiblement, le gars, il ne pense qu'à une chose, enfin, voilà, hein. Est-ce que je dois vraiment décrire? Il ne pense qu'à ça. Voilà, tout le temps, il a tout le temps envie d'elle. Voilà, et leur relation n'est pas hyper épanouissante, que ce soit pour elle ou que ce soit pour lui. Je vous en dis pas plus, mais quel bonheur de lecture! J'ai adoré cette lecture. Alors on est dans un huis clos psychologique, dans une maison manoir un petit peu effrayante, tout ce que j'aime, les portes qui grincent, le vent qui souffle, les feuilles qui craquent, vous voyez ce que je veux dire, les chiens, on a une dame qui travaille, je crois que c'est Anna ou je sais plus son prénom, qui travaille dans la maison et qui aime pas tellement, qui est pas très sympathique, elle est affectueuse qu'avec Gustave mais pas avec la belle-mère. Ce que j'ai adoré, c'est tout ce qu'on peut retrouver en fait dans un huis clos. C'est le développement de la psychologie de ces personnages. C'était tellement passionnant de voir le regard d'Hélène changer vis-à-vis des personnages, de voir la désillusion avec son mari qu'elle croyait charmant et en fait elle se rend compte qu'il a des habitudes un peu rustres et qu'il est pas forcément toujours bienveillant et c'est vraiment pas quelqu'un de très agréable. Un jour, un personnage arrive dans cette maison et lui dit que son mari, c'est la mort. Et c'est vraiment ça, enfin vraiment cette ambiance très poisseuse que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la description du personnage de Gustave. En fait, on comprend ce personnage, il est extrêmement finement travaillé, je trouve. On parle vraiment de tous ces défauts, ces gros défauts, mais aussi ces petites qualités qui le rendent humain. Certes, très malveillant, mais humain. Et j'ai vraiment bien aimé la manière dont l'auteur a développé ses personnages, et puis un personnage qui est flamboyant, qui est passionnant, un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la belle-mère aussi, qui est très bienveillante, qui est très sensible aussi. Il y a quelques moments, je pensais un petit peu à Zola, je pensais à Thérèse Raquin. Il y a quelques moments dans les descriptions de ces personnages, je trouvais que le personnage de Gustave aurait très bien pu se retrouver dans Thérèse Raquin, des personnages, je trouve. Ça s'arrête là, la description, mais c'est vrai qu'à par moments, le côté un peu poisseux, le côté fermier russe. On a quelques éléments caractéristiques du roman gothique du XVIIIe siècle, mais je pense pas qu'on puisse parler techniquement d'un roman, genre un nouveau roman gothique, je pense pas, même si on a certains éléments, on a la maison, le manoir, le côté un peu effrayant, les secrets, etc. Mais on n'a pas le côté... on n'a pas le côté un petit peu fantastique qui peut éventuellement y avoir dans les romans gothiques ou d'autres éléments, voilà, je ne vais pas développer parce que j'y connais rien en fait. Voilà, il fait nouveau noir. Bienvenue sur ma chaîne des Chroniques du Hérisson la nuit. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et du coup, à partir de ce livre-là, déjà avant, j'ai envie de me retrouver que dans des livres un peu comme ça, des huis clos, mais d'époque, hein, pas des huis clos maintenant dans une maison où t'as des médecins qui charcutent des gens. Non, je voulais un huis clos un peu psychologique. Et je vais terminer avec Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, qui a été donc ma dernière lecture et qui est également, oui, on va dire un coup de cœur, hein, parce que vraiment, c'est une lecture que j'ai lue sur 2 semaines et j'ai passé un moment extraordinaire. On est dans un livre sorti en 1951 qui est également un huis clos dans une grande maison, donc c'est un petit peu ce que je recherchais. On va suivre le personnage de Philippe, qui est un jeune garçon qui a été éduqué par son cousin Ambroise. Ils ont donc ils vivent ensemble, ils ont l'habitude de vivre dans cette maison depuis des années, et son cousin fait de temps en temps des voyages pour sa santé, et là dernièrement il est parti en Italie parce qu'il avait des petits soucis de santé, et il commence à rester longtemps en Italie. Philippe commence à en avoir un petit peu marre de l'absence de son cousin. Son cousin commence à vraiment lui manquer, c'est quand même quelqu'un qui l'aime beaucoup, c'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui le soutient, et Philippe, il a une adoration pour son cousin, il le vénère, hein, et donc il attend son retour, mais son cousin ne revient pas et lui écrit des lettres parfois un petit peu inquiétantes. Son cousin lui raconte qu'il a rencontré une dame qui s'appelle Rachel, qui serait une cousine éloignée, et on voit que son cousin tombe amoureux de cette dame, hein, et va l'épouser.
l'idée bien sûr que Philippe et Rachel vont devoir se rencontrer, puisqu'en fait c'est Philippe qui raconte l'histoire et Rachel, ben, c'est ma cousine Rachel, donc on va parler de Rachel forcément. Et on est dans un huis clos, donc je vous laisse un peu découvrir les situations, tout le déroulement de l'histoire qui fait que Philippe et Rachel vont se rencontrer et vont cohabiter, hein. Mais on est dans une histoire passionnante. C'était tout simplement passionnant. De nouveau, un huis clos hyper psychologique, alors d'une manière un petit peu différente, je trouve, au niveau de l'analyse des personnages. Mais vraiment, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est vraiment cette... Ce Philippe, c'est un jeune homme qui est naïf, qui ne connaît pas les femmes. Il n'a jamais rencontré de femmes dans sa vie et les seules femmes qu'il a rencontrées, ben, il n'a pas une image très favorable des femmes, hein, on va dire. Et donc il a une idée des femmes totalement fantasmée. Déjà, il a des a priori sur Rachel, je vous laisse découvrir les circonstances, mais vraiment, son regard sur Rachel, même s'il le change au cours de la lecture, il est vraiment teinté d'a priori qu'il a, tous les a priori qu'il a sur les femmes. À savoir, les femmes ne parlent que de trucs inutiles, les femmes, voilà, elles se laissent aller parfois à des épanchements, et tout d'un coup elles se mettent à pleurer pour tout résoudre, pour résoudre tous les problèmes. Enfin voilà, toutes des idées sur les femmes, voilà, très sympathique. Et donc c'est très marrant en fait, il y a beaucoup d'humour je trouve dans ce livre, parce que Philippe, il est tellement naïf, il a des choses, des réflexions, mais parfois qui font rire, et vraiment c'est hyper intéressant de suivre ces personnages, et par moments ce personnage est insupportable, clairement. C'est un personnage qui par moments va avoir des réflexions, tu te dis allez Philippe, ouvre les yeux, je ne sais pas moi, fais quelque chose. Philippe par moments on a envie de le baffer, surtout à un moment particulier. Et Rachel, c'est aussi un personnage hyper ambigu, donc on a vraiment une femme extrêmement distinguée, vraiment très classe, je trouve, dans la description de ce personnage, j'aime beaucoup. Et en même temps, on a des choses très sombres sur ce personnage, on sait peu de choses en fait sur elle, et c'est un petit peu le grand mystère de cette lecture, mais c'est qui est Rachel, qui, quoi, quand, comment, donc on se pose plein de questions, il y a énormément d'ambiguïté sur ces personnages, non seulement sur Rachel, mais aussi sur Philippe, il y a beaucoup d'ambiguïté sur tous les personnages en fait, et c'est ça que j'ai trouvé très passionnant. J'ai adoré l'évolution du personnage de Rachel dans les yeux de Philippe, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et vraiment je trouve que c'est passionnant l'ambiguïté qu'il y a autour de ces personnages, c'est extrêmement bien retransmis, cette ambiance de méfiance, ce personnage très enfantin de Philippe qui analyse des choses avec son œil inexpérimenté. J'ai trouvé en plus la traduction extrêmement bien faite, c'est fluide, c'est très sensible, c'est très parlant, j'ai adoré. Ma cousine Rachel, franchement, c'est une lecture que je retiendrai longtemps. Alors oui, parfois, il y a certaines choses qui peuvent un petit peu heurter, je trouve, parce qu'on est dans un, je vous ai dit, dans un regard masculin qui n'a jamais donc vu de femme, mais aussi qui a une idée de l'étranger. À un moment, il se déplace en Italie et son regard sur l'Italie est teinté de sa méfiance. En fait, on voit très bien que lui, tout ce qu'il a envie, c'est de voir son cousin, et donc il a peur, il est stressé, il a chaud, et il voit l'Italie comme un pays pas du tout accueillant, pas du tout bienveillant, et ça, il y a cette méfiance du pays étranger, et c'est quelque chose de typiquement de l'époque, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi chez Agatha Christie, notamment dans le dernier Hercule Poirot que j'ai lu, là, qui se passe dans les années 60, on a Hercule Poirot, dès qu'il parle d'étranger, c'est vraiment... voilà, c'est pas très bienveillant. Voilà, et je voulais quand même dire ça... c'est pas très intéressant, je sais bien, mais je sentais vraiment son regard, en fait. C'est passionnant parce que si on enlève toute cette méfiance, en fait, je pense qu'il pourrait être ébloui par ce pays. Et en fait, lui, il est là... les gens sont ignobles, gna gna gna, c'est poisseux, c'est sale, c'est machin. Mais en fait, si tu enlèves toute cette méfiance, en fait, là où il arrive, c'est magnifique, ça vend du rêve. Mais tu vois qu'il y a une espèce de filtre qui l'empêche de voir ce pays avec tous des yeux émerveillés. Voilà, donc ce qu'a pu voir, par exemple, Ambroise quand il est allé en Italie. En tout cas, voilà, deux lectures qui ont été vraiment très très bonnes. Je peux vraiment parler de deux lectures marquantes de l'année 2021. Je pense qu'ils peuvent se retrouver dans mon top. En tout cas, celui-là certainement dans mon top 2021. Peut-être aussi Ma cousine Rachel. Très très bonne lecture que je vous conseille vivement. Je vais m'arrêter là pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, là, il fait nuit.
Trop bien. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être pioché quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai abandonnés ou pas aimés, peut-être que vous les avez appréciés, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez d'autres livres un petit peu dans ce style d'ambiance. Moi, le prochain que je vais lire, c'est Pauline de Dumas, qui est un petit peu plus ancien du coup, mais j'ai l'impression on se rapproche un petit peu de ce style de lecture, et donc j'ai hâte. Par contre, il est destroy, hein. Voilà, lisez des livres anciens les amis, mais complètement destroy. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!